Le passage de l'autre côté du miroir se fait bien, ça va? Alors oui, on y va pour les questions. Je rappelle juste un petit élément. Les retraites par capitalisation qu'on nous vend comme une modernité absolue, hein, voilà. On en a reparlé hier un peu. Vous savez de quand ça date en France? Une petite idée comme ça? Je veux dire dans les textes officiels. Hein. Si j'ai bien compris, c'est 1853. Napoléon III. Voilà, c'est donc quelque chose de parfaitement moderne. Hein. Voilà. Donc c'est 1850, Seconde République. 1850. Oui, mais pas 53. 53, c'est la fonction publique. Ah, c'est 50. Voilà. Moi, j'ai une petite remarque à faire. C'est très difficile de comprendre ce que vous expliquez. Même moi, si je suis entièrement d'accord, hein, parce que je comprends, mais c'est quand même difficile, même pour moi qui me suis penchée sur la question et qui suis tout à fait dans cet état d'esprit. Donc je me dis que pour d'autres, ça doit être encore plus. Certainement pas ceux qui sont ici, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils ont déjà réfléchi plus ou moins à la chose. Moi, ce qui me choque, il me semble que ça serait peut-être mieux de ne pas employer le terme de salaire pour parler de cette somme d'argent ou de je ne sais quoi d'ailleurs, qui nous permettrait de vivre sans forcément être employé. Parce que le travail, c'est l'activité humaine. De toute façon, on ferait tous quelque chose. Et il me semble que d'utiliser ce terme, ça nous ramène au capitalisme. Et or, c'est lui, effectivement, notre ennemi dans l'affaire. Et voilà, c'est pas clair. Une question. Une réflexion, exactement. Le salaire, moi, j'avais deux nuances à apporter par rapport aux intermittents. Alors, lorsque vous prenez l'exemple de l'Allemagne, j'ai quelques toutes petites précisions. Donc effectivement, en Allemagne, il y a des théâtres dans toutes les villes moyennes, dans toutes les grandes villes. Tout le monde, effectivement, est embauché. Il y a quelques petites compagnies qui sont en train de mourir, là, actuellement. Notamment à Berlin, qui est pourtant le creusot de la créativité, mais ça va assez mal pour les petites compagnies. Le fait d'être employé par un théâtre d'État, c'est qu'on fait de l'art d'État. Et que toutes ces compagnies qui sont en train de mourir là actuellement, elles font un pas de côté dans la créativité. Donc je pense que c'est ce que tu as voulu dire tout à l'heure. C'est pour ça, il y a des artistes partout, effectivement. En Union soviétique, il y avait des artistes. En Corée du Nord, il y a des artistes aussi. Et même aux États-Unis, il y a des artistes. Ce sont des artistes d'État et qui produisent des choses dans des normes acceptables pour une société capitaliste. Donc je pense qu'il est très très important, justement comme vous le disiez, de ne pas être employé par des théâtres d'État ou d'être aussi être employé par d'autres personnes, d'autres structures. Pouvoir faire ce pas de côté, je pense qu'idéologiquement c'est très important et c'est même salubre pour notre société. Ensuite, il y a une nuance aussi, alors je reprends mes notes. Oui, quand vous dites que l'emploi intermittent s'organise sans les employeurs, donc on est en autogestion, c'est vrai. On est assez indépendant, mais lorsqu'on est sous contrat avec un employeur, on est assez corvéable à merci aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare qu'un technicien, au lieu d'aligner ses 12 heures, fasse ses 24 heures d'affilée. J'ai plein de copains qui le font, qui sont blacklistés, et finalement on est maintenu par la peur. Même les employeurs qui vendent leurs spectacles sont maintenus par la peur. Il n'est pas rare qu'une mairie demande de changer la fin d'un spectacle. Donc on est en autogestion jusqu'à un certain point. On n'est pas encore totalement libre. Est-ce que c'est possible dans n'importe quelle société? Je ne sais pas, on est toujours finalement interdépendant ou pas. Voilà. Donc c'est mes deux petites nuances par rapport à votre discours. Une question? Comment ça répond à ça? C'est pas, à mon avis, c'est pas je ne les entends pas comme des nuances, mais comme des confirmations. Hein. Oui. C'est-à-dire que tant que nous avons des employeurs, nous sommes dans la merde. Hein. Donc, c'est la libération totale vis-à-vis des employeurs. Alors, est-ce que ce sera la fin de l'histoire dans une espèce de transparence des productions de valeur d'usage? Sûrement pas. C'est pour cela que je suis pour le salaire et pas pour la ressource, le revenu. Hein. C'est l'objet de ce soir, ça. Hein. Ah, c'est l'objet de ce soir.
Et on peut redire quelques mots brièvement, mais c'est quand même surtout ce soir qu'on va confronter revenus et salaires. Mais sur le fait que toute activité de production, c'est à la fois, elle a deux volets, et l'un volet, production de valeur d'usage, production de choses concrètes, un spectacle vivant, en l'occurrence. Mais elle a aussi, c'est ce qu'on appelle le travail concret et les valeurs d'usage. C'est le côté anthropologiquement positif du travail. Enfin, c'est pour ça que nous aimons travailler. C'est parce que nous nous produisons comme humains et dans cette confrontation à la nature qu'est la production de valeurs d'usage. Mais il y a une deuxième dimension de la production qui est la violence des rapports de production. Et cette violence-là, elle n'est pas supprimable. C'est pour ça que je suis pour la monnaie, et non pas pour l'absence de monnaie, parce que la monnaie, c'est justement une institution qui gère la violence, qui exprime et gère la violence des rapports de pouvoir dans la production. Et une monnaie qui reconnaît que je suis producteur, et non pas une monnaie qui reconnaît que j'existe dans la transparence des valeurs d'usage, justement. C'est pour ça que c'est un salaire et non pas un revenu. Mais ce que nous pouvons faire, je comprends totalement votre scepticisme sur la possibilité d'un exercice totalement auto-organisé de la vie professionnelle, parce que c'est supposé qu'il n'y aurait pas de rapport de puissance dans la production, ce qui est une supposition inexacte. Je pense que faire société, c'est gérer cette violence dans l'activité de production. Mais supprimer les employeurs, c'est supprimer la violence capitaliste dans sa dimension capitaliste. Pour en retrouver une autre, qui va être dans la hiérarchie des salaires, des choses comme ça, ça c'est des choses qu'on peut d'ailleurs discuter dès maintenant, parce que, encore une fois, je suis communiste, je ne crois pas à une société sans classe, ça n'existe pas, ça. C'est une illusion où on supprime le pouvoir par décret, et on sait ce que ça donne, ça donne pire, bien pire. Tout projet d'émancipation du travail responsable doit prévoir les institutions de gestion de la violence dans l'activité de production. Et la hiérarchie des salaires, à mon sens, c'est ça, c'est une institution sur laquelle on va s'empailler, sur les jurys, les critères, la fourchette, en fait, etc., etc. Et donc où la lutte de classe va se déplacer dans l'attribution des qualifications aux personnes. Mais c'est une violence infiniment euphémisée par rapport à la violence de la pratique capitaliste de la production de valeur, où on est nié comme producteur, on n'est pas propriétaire de l'outil de travail, on doit se rendre au chantage des prêteurs qui nous prêtent ce qu'ils viennent de nous piquer. J'ai rappelé quand même que nous produisons 2000 milliards, les propriétaires nous en piquent 700, ensuite ils nous en prêtent 400, je te pique, je te prête, tu me rembourses. C'est ça le capitalisme, d'accord ? Donc, le capitalisme, ça s'explique en 5 minutes, c'est pas une institution très compliquée à comprendre. Et précisément, l'intermittence du spectacle a ceci de formidable, vraiment, que on mesure combien, combien il est possible de s'auto-organiser dans le travail sans bricoler avec le RSA. Parce que, évidemment,
Nos adversaires ont l'auto-entreprise et le RSA, parce que c'est pareil, hein, dans le projet. L'UNEDIC proclame un droit au salaire entre deux emplois. C'est pour ça que le MEDEF et la CFDT veulent changer l'UNEDIC en disant « Mais non, l'UNEDIC, c'est le droit à l'emploi. Un chômeur, il n'a pas droit au salaire, il a droit à l'emploi. Et donc, il s'agit d'activer les dépenses passives. Enfin, vous connaissez l'organisation. Je ne sais plus si c'est toi qui faisais allusion au fait que l'UNEDIC vend des chômeurs par centaines de milliers à des boîtes d'activation. Il y a business de l'emploi qui est un scandale absolu. Donc moi je vois ce que tu dis beaucoup plus comme une confirmation que comme une nuance. Si les employeurs peuvent faire ce qu'ils font en transformant 24 heures en 12 heures, enfin, etc., éventuellement, enfin, il faut prendre ce à quoi tu faisais allusion, c'est parce qu'ils savent que le mode de calcul de l'indemnisation met les artistes ou les techniciens en situation de grande fragilité, et ils en profitent. Donc c'est raison de plus pour aller plus loin. Salaire à vie. Mais salaire, pas revenu. Un salaire qui nous reconnaît comme porteur d'une qualification. Oui, moi j'avais une question. Tu dis qu'il faut supprimer les actionnaires, là on est tout à fait d'accord, mais les employeurs, je comprends pas tellement ce que ça veut dire, parce qu'il y a plein d'emplois où il y a plein de métiers où on a besoin d'un employeur, quelqu'un qui embauche la personne, même si on est dans le système du salaire à vie, par exemple sur un tournage, il faut bien un producteur qui va aller chercher tel technicien, tel acteur, ou dans un restaurant, il faut bien quelqu'un qui va embaucher des serveurs, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire supprimer l'employeur exactement? Ah, merci de ta question, parce que là, elle permet de bien clarifier la chose. Et ça, c'est tout à fait décisif. Qu'est-ce que c'est qu'un employeur? Ça n'est pas l'animateur d'un collectif. Ça, il en faut en général. C'est pas un supérieur hiérarchique. Dans des entreprises à énorme effectif, peut-être que c'est nécessaire. Enfin, ils peuvent être élus aussi. Élire des supérieurs hiérarchiques, ça pourrait être vraiment une solution assez élégante. Mais il faut en tout cas des gens qui soient les garants que des décisions prises en commun vont être effectivement réalisées et qui peuvent sanctionner ceux qui contribuent à leur non-réalisation. Bon. Sinon, il n'y a pas de travail collectif, ça c'est clair. Mais toutes ces fonctions que je viens, des fonctions d'entrepreneurs, des gens qui ont une idée et qui ont une détermination particulièrement grande pour la faire advenir, et qui vont convaincre d'autres, etc. Mais ça, c'est toujours nécessaire, dans quelque société que ce soit. Toute autre chose est l'employeur. Un employeur, c'est une fonction qui est exclusivement capitaliste et qui n'existe que dans le capitalisme. Le capitalisme fait de nous, de ceux qui ne sont pas propriétaires de l'outil de travail, des personnes qui sont obligées d'être demandeurs d'emploi. Ceux qui veulent rester propriétaires de leur outil de travail sont en permanence confrontés à une pression énorme du capital qui ne supporte pas la propriété de l'outil de travail par les et dire on va faire en sorte que le salaire mesure l'utilité sociale, et au bout du compte, donc on va supprimer la monnaie, on va faire des systèmes d'échange locaux, enfin, etc.
c'est le type de l'illusion d'une société sans violence des rapports de production. Ça n'existe nulle part, cette affaire. Et il faut absolument, encore une fois, si on est responsable, prévoir les institutions qui permettent de gérer cette violence. Parce qu'elle devient politiquement gérable. Si vous avez une hiérarchie des salaires, on va pouvoir en permanence contester la légitimité de l'écart de 1 à 4 ou de 1 à 3, la légitimité des jurys de qualification, la légitimité des critères de qualification. Tout ça va pouvoir faire l'objet d'un débat politique. On va faire société, mais en assumant la violence qui est présente dans toute activité de production. L'idéal, pour moi, enfin, c'est pas du tout que nous soyons des sociétés de l'activité dans laquelle chacun est reconnu pour son utilité sociale. C'est un rêve mortifère, ça n'existe nulle part. La question, c'est comment est-ce que nous gérons la violence et là, on peut par exemple dire que la hiérarchie des salaires est de 1 à 4, par exemple. Donc, que tout le monde a 18 ans à 1 500 €, tout le monde, c'est un salaire irrévocable. D'abord, on supprime beaucoup de violence, la violence du marché du travail. Le marché du travail, c'est une violence inouïe. On supprime la violence du marché du travail en attribuant un salaire à vie. Ça, c'est clair que le marché du travail disparaît. Mais tout le monde à 18 ans à 1 500 €. Bon. Comme droit politique. C'est un droit politique, mais qui est arbitraire. Ce n'est pas la mesure de son utilité sociale. Il faut renoncer à ce genre d'affaires, d'accord ? C'est deux ordres de la réalité différentes, l'utilité sociale et la valeur économique. Ensuite, on passe des épreuves de qualification, on a incité à le faire, les syndicats sont là aussi pour vérifier que les gens peuvent faire des carrières salariales. Il y a par exemple, la CGT propose 4 niveaux de qualification, ce qui me paraît vraiment un très très bon projet. Mais il faut être cohérent. 4 niveaux de qualification, ça veut dire une hiérarchie de 1 à 4. Donc si tout le monde démarre à 1500, ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire supérieur à 6000. Et cela dit, cette hiérarchie des salaires, les jurys de qualification qui vont qualifier les personnes, les critères qu'ils vont utiliser, tout ça va faire l'objet d'un débat politique permanent. Il n'y a pas de réponse, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de réponse naturelle à ça. Il n'y a aucun fondement naturel de la violence. Deuxième élément, je ne sais plus ce que c'était ta question. Si quelqu'un refuse de travailler, que fera son voisin Bon, alors on serait d'abord content que des tas de gens refusent de travailler. Moi, si le jour où les DRH refusent de travailler, on aura gagné beaucoup de choses. Le jour où les inspecteurs d'académie qui organisent la mise qui organisent les difficultés de l'école arrêteront de travailler, ça sera quand même beaucoup mieux. Le jour où les salariés qui conditionnent le Mediator resteront dans leur hamac, ça ira beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, je crois que le tiers des emplois sont dangereux, contre-productifs, inutiles. Fabriquer des jouets qui se cassent le lendemain, enfin, à quoi ça sert tout ça, enfin bref. Ça, je ne veux pas multiplier les exemples, mais enfin, j'aspire à ce que des tas de gens refusent d'aller au boulot pour faire de la merde. Alors maintenant, maintenant, dans ta question, il y a quelque chose d'absolument fondamental. S'il n'y a plus la sanction du marché du travail, comment va se faire la mise au travail? Parce qu'il faut bien que nous produisions la valeur économique qui va garantir et les salaires à vie. Si nous voulons que tout le monde ait un salaire moyen de 25 000 € par an, par exemple, et que ce soit un droit du sol qui aille un salaire moyen dans la fourchette 1500,
personne moins de 400, personne plus de 6 000 par mois, d'accord, avec un salaire moyen de 25 000 par exemple. Si nous voulons assurer cela, il y a 50 millions de personnes qui sont sur le territoire en France aujourd'hui et qui ont plus de 18 ans. Il faut donc 1250 milliards. 1250 milliards, c'est ce que nous affectons déjà au salaire, globalement, sur les 2000 milliards. Hein. Les 2000 milliards, il y a 700 milliards de profits, et puis il y a 1300 milliards qui vont à la rémunération du travail. 100 milliards pour les travailleurs indépendants et 1200 milliards pour le salaire. C'est ça actuellement le truc, d'accord. Donc nous pouvons dès maintenant, mais vraiment dès maintenant, assurer un salaire à vie à tous. Hein. Et pas un revenu de base à 1000 euros. Arrêtons de nous emmerder avec des projets à la con, d'accord. Un vrai salaire pour tout le monde, lié à la qualification. À partir du moment où chacun a un salaire à vie, quels vont être les critères de la mise au travail? Vous allez avoir quand même la hiérarchie des salaires qui va être un élément. Parce que, certes, chacun a un salaire qui est irrévocable. On ne peut jamais remettre en cause son salaire. Mais la progression, elle est liée à une épreuve de qualification dans laquelle on va pouvoir examiner ce qui a été fait dans les 5 dernières ou les 10 dernières années. On va supprimer l'évaluation du travail en live, ce qu'on fait aujourd'hui, l'auto-évaluation, les gens qui évaluent les autres, etc. Enfin, tout ça doit être supprimé totalement. Hein. Comme justificatif du salaire, il faut arrêter, ça a des effets pervers. L'évaluation a des effets pervers incroyables. En revanche, on va faire une évaluation du passé des uns et des autres on va changer de qualification tous les 10 ans, hein, ça ne va pas se faire tous les ans. Bon, sur les 10 années précédentes, et en particulier quelqu'un qui aura accepté de se colter des tâches qui n'auraient pas de candidat spontané, eh bien, il montera plus vite en qualification. Parce qu'on estime qu'il joue un rôle particulièrement indispensable. Quelle autre forme de la mise au travail? Les formes de la mise au travail, étant entendu que sur le fond, hein, ça a été dit d'ailleurs, hein, nous aimons travailler, donc j'ai aucun risque. Hein. Voilà. Tous ceux qui aujourd'hui sont dans le sous-emploi, ce sont ceux qui sont victimes du marché du travail. S'ils avaient un salaire à vie, mais ils travailleraient infiniment plus, en fait. Mais c'est de l'ordre de l'évidence, cette affaire. Mais on changera le sens du travail. Hein. Travailler, ça ne voudra pas dire aller se faire chier pour produire des marchandises capitalistes. Et on a déjà commencé. Lorsqu'on paye les retraités, qui font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute, ça veut donc dire qu'on est en train de changer la définition de la valeur. Faire du lien social, c'est produire de la valeur économique. C'est ça le fait de payer des retraités. C'est quand même incroyable comme changement. Hein. Donc la mise au travail passera aussi par le fait, comme j'ai évoqué, qu'il y aura des contrats de travail et qu'on pourra être licencié. Mais encore une fois, le licenciement changera complètement de sens puisqu'on est licencié avec son salaire et sa qualification. On n'a pas fait l'affaire quelque part, on voit ailleurs ce qu'il est possible. Donc les éléments de la mise au travail vont évidemment être là. Moi, personnellement, je suis plutôt très optimiste sur notre inventivité au travail qui aujourd'hui est complètement brimée. Si tu prends les ingénieurs de centres de recherche qui se font en permanence retoquer leurs projets parce que la rentabilité financière n'est pas là, en fait, etc., en changeant les critères de mesure de la valeur, nous allons multiplier au contraire l'inventivité au travail. Intéressé. Voit par exemple comment les paysans disparaissent, d'accord, au bénéfice de la ferme des 1000 vaches, au bénéfice de trucs comme ça. Le capital ne supporte pas la propriété de l'outil de travail, il se la réserve à lui. Et que des professionnels soient propriétaires de l'outil de travail, on l'a encore vu récemment à propos des médecins, des pharmaciens, des notaires. Ils sont aujourd'hui protégés du capital par une loi qui interdit à un capitaliste d'être actionnaire majoritaire d'une société
d'exercice libéral. C'est ce qui garantit la propriété de l'outil de travail par les professionnels eux-mêmes. Et c'est ça que le rapport de l'Inspection générale des finances veut supprimer, en disant n'importe quel capitaliste doit pouvoir être actionnaire majoritaire, et il va rationaliser tout ça, et vous allez voir qu'on va produire à moindre prix. C'est comme ça qu'on a justifié les grandes surfaces, c'est comme ça qu'Amazon arrive à la place des libraires, parce que les libraires ne sont pas protégés par une loi de ce genre, c'est comme ça que les paysans disparaissent, en fait, etc. C'est comme ça que tous les travailleurs indépendants disparaissent. Ensuite, quand on veut, évidemment, vous avez vu l'incroyable roman qui a été fait il y a 15 jours autour des professions réglementées. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors on produit, j'ai lu le rapport de l'IGF en détail, mais c'est de la rigolade, hein, la prétendue rente qu'auraient les professionnels. On dit qu'ils sont rentiers et donc il faut les supprimer parce qu'en les supprimant, on va supprimer leur rente. Bon, je laisse tomber, mais c'est pour dire que la propriété de l'outil de travail par les travailleurs, c'est ce que le capital ne supporte pas et c'est ce qu'il met en cause absolument tout le temps. À partir du moment où on n'est pas propriétaire de l'outil de travail, alors arrive l'emploi et l'employeur. C'est-à-dire le fait que on va qualifier le poste de travail. C'est le poste de travail qui va être le support du salaire. Le poste du travail, c'est la propriété du capital. Et donc, le capitaliste va payer des postes de travail, mais jamais des personnes. Jamais. Puisque si le salaire est attaché à la personne, alors nous pouvons envoyer balader les capitalistes. Il faut que nous soyons sous leur dépendance permanente. C'est pour cela que le salaire est un attribut du poste de travail. La convention collective, elle qualifie des postes. Elle attribue des salaires à des postes, pas à des personnes, jamais. Les seules situations où le salaire est attribué à la personne, c'est la fonction publique. C'est pour ça qu'il y a un tel acharnement des réformateurs contre la fonction publique. C'est la retraite comme salaire continué. C'est pour ça qu'il y a un tel acharnement pour que la retraite, ce soit la contrepartie de cotisation et non pas une continuation du salaire. C'est les allocations familiales. C'est pour ça qu'il y a en permanence une mise en cause des allocations familiales. C'est l'indemnisation du chômage dans sa forme intermittence, parce que pour les autres, on ne peut pas parler d'un réel droit au salaire, enfin, parce qu'il est beaucoup trop limité dans le temps. Il n'aurait de sens que s'il était illimité dans le temps, bien sûr. C'est déjà un début quand même, de garantir 57% du salaire de référence, c'est quand même déjà un début qui a été conquis de haute lutte, ça ne s'est pas fait tout seul, bien sûr. Mais enfin, c'est surtout au niveau des intermittents que le chômage est un élément qui est un élément de la reconnaissance du travail et non pas un élément d'une absence d'emploi, comme l'est l'admission du chômage, en général. Donc, un employeur, c'est pas quelqu'un qui va embaucher quelqu'un d'autre. Ça, quand nous aurons un salaire à vie pour tous, lorsque nous frapperons la porte à un collectif de travail, ce collectif de travail nous embauchera ou pas. D'accord ? Quelle sera la différence ? Mais c'est que nous aurons un salaire, que nous soyons embauchés ou non. Notre salaire ne dépendra pas du tout du fait que nous ayons ou non un emploi. Donc, ou le collectif qui nous embauchera et qui nous licenciera éventuellement si nous ne respectons pas le contrat de travail. Ce collectif ne nous renverra pas dans les ténèbres extérieures, puisque nous partirons avec notre qualification et notre salaire qui sera à vie. Donc, il faut supprimer, mais radicalement, la fonction d'employeur, c'est-à-dire cette violence sociale inouïe qui permet à quelqu'un de dire à un autre « Tu es dans les ténèbres de la production de valeurs d'usage non reconnues comme valeurs économiques, t'as pas de rond, je t'embauche, je te fais advenir indirectement, parce que je ne te paye pas toi, c'est ton poste que je paye, toi je te paye pas, je te paye jamais, jamais. Un salarié du privé n'est payé lui. Je paye ton poste, je paye ton... Il y a des contrats maintenant d'objectifs, je paye ton objectif, je paye ton cachet, je paye des machins comme ça, bon d'accord.
mais pas toi, jamais. Et demain, je te licencie, ou le contrat est fini, parce que nous sommes en fin de CDD, et tu retournes aux ténèbres de la valeur d'usage sans valeur économique. La fonction d'employeur, c'est une spécificité du capital. Question encore? Ouais, je considérais que tu avais levé la main tout à l'heure. Non, c'était pas c'était pas une question, c'était soit un éclaircissement, soit une correction de bug. Tout à l'heure, comme vous avez dit, quand on dit que la culture est en partie financée par l'intermittence, et vous avez après dit qu'on peut alors dire que la construction automobile est financée par les intérimaires. Moi, ce que je vois, une comparaison là-dedans, c'est, moi je suis technicien, par exemple, pour une journée travaillée, déclarée 8 heures, on travaille souvent 16-24 heures, mais sur le papier il est marqué 8 heures, et aussi on vient aussi la veille, c'est-à-dire qu'on vient travailler la veille pour préparer le matériel, etc. Donc c'est cette journée-là qui est, entre guillemets, financée par l'UNEDIC. Un employeur m'a même dit une fois, ah mais les ACDIC sont là pour ça. Et comparativement à la construction automobile, un intérimaire, il ne va pas aller à l'usine ces jours où il n'est pas employé, il ne va pas y aller pour travailler pour préparer son outil de travail. Il reste chez lui, il est payé que les jours de présence à l'usine. Alors que nous, on est les jours de non-présence sur les chantiers, on travaille quand même à préparer le chantier. En fait. On fait des travaux, on fait comme des cours du soir à la maison. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Que je ne comprends pas. Pour moi, on ne peut pas comparer l'intérimaire finance l'automobile autant que l'intermittent finance la culture. Je ne vois pas ce que vous vouliez dire là-dedans, à moins que vous soyez trompé, je ne sais pas. Non, c'est... C'est effectivement un point tout à fait décisif, hein, et je maintiens la proposition, mais peut-être qu'il faut l'expliciter compte tenu de ce que vous venez de dire. Je pense que les techniciens ou les artistes qui relèvent du régime intermittent perdent leur temps à dire « mais vous voyez bien qu'on travaille quand on est entre deux cachets, puisqu'on a des répétitions qui ne sont pas payées, puisqu'on a ceci, cela. » En disant ça, ils prêtent entièrement le flanc à l'argument du MEDEF et de la CFDT, qui est de dire bah, « écoutez, si vous travaillez, c'est à vos employeurs d'assumer. » Ah bah oui, puis c'est foutu. C'est-à-dire que vous réclamez des employeurs. C'est ça le point décisif. La vertu du combat des intermittents, c'est qu'on a enfin des gens qui ne réclament pas d'employeurs, qui réclament du salaire. Pour faire reconnaître du travail fait sans employeur, précisément. Encore une fois, on n'est pas tout au bout, parce que, hélas, la moitié est payée par des employeurs, et ça a des effets très négatifs sur le moment où ils sont hors emploi. Bon. Mais c'est quand même un sacré bout de chemin. Mais dire que l'intérim n'est pas dans la même situation parce que entre deux missions, les intérimaires se tournent les pouces. Discutez avec les intérimaires, cher ami. Ils sont en permanence suspendus au téléphone, ils ne prennent pas de vacances. Vous avez des travaux, hein, prenez les travaux de Gleeman, enfin des tas de travaux sur la vie quotidienne des intérimaires. Il y a quelques seigneurs de l'intérim, parce qu'ils occupent des niches, hein, mais les autres. En plus, alors, parlons des intérimaires dans leur temps entre deux missions. Ils peuvent améliorer leurs compétences techniques, pour pouvoir avoir des missions plus intéressantes. Ils peuvent être aussi syndicalistes, politiques, faire du travail associatif, faire vivre entre deux missions, court-circuit café, je sais pas quoi, mais c'est ça qu'il faut dire.
ils produisent de la valeur à ce moment-là. C'est pas simplement qu'ils soient utiles socialement. Vous comprenez? Dès qu'on dit ça, on est dans le même truc que la domination masculine. Dès qu'on dit qu'ils sont utiles mais non productifs, entre deux cachets, entre deux messieurs, etc. C'est ce que disent les hommes des femmes. Hein. Utiles mais pas productifs, pas de peau. Alors on va exalter leur utilité sociale, on va faire des petites chansons pour la fête des mères, on va faire des conneries comme ça. Hein. Mais on va nier qu'elles contribuent à la production de valeur. C'est ce qu'on dit des retraités aujourd'hui. Les retraités, ils sont dans la situation des femmes. Hein. On exalte leur utilité sociale, on imagine des jours sans retraités. Alors les conseils municipaux disparaissent, les machins et tout disparaissent. Donc, ils sont utiles, mais pas de productifs, pas de peau pour eux. Les chômeurs, hein, même topo. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les intermittents disent « Mais non, nous travaillons entre deux emplois. » Mais s'ils prouvent si leur argumentaire consiste à dire « Vous voyez bien qu'on travaille puisqu'on a des répétitions qui ne sont pas payées, c'est foutu !» Ils réclament des employeurs. Oui, ou on réclame plutôt un salaire pendant... Voilà, d'accord, ok. Là, un salaire. Nous, ce qu'on veut, c'est être payé pendant ces périodes de travail. Et il faut, mais oui, mais ça suppose dans ce cas-là, je vais revenir un tout petit peu quand même sur la proposition de la CIP, hein, parce que j'ai quelques interrogations sur ce point. Si les intermittents travaillent entre deux cachets, alors leur salaire doit être le même. Et c'est l'IJ qui doit être la mesure, le salaire journalier, pardon, qui doit être la mesure de l'indemnité. Il faut arrêter avec les idées qu'il faut moins reconnaître dans les moments d'intermittence les salaires les plus élevés dans les moments des cachets. Parce qu'on fait de l'intermittence un moment dévalorisé dans lequel on garantit du revenu. On est toujours sur ce foutu truc. Nous sommes des êtres de besoin qui avons droit du pouvoir d'achat. Donc, lorsque avec ces cachets, on a déjà beaucoup de sous, il n'y a pas de raison qu'on ait des sous en dehors des cachets. Ça montre qu'il faut encore, à mon avis, beaucoup avancer dans l'idée de ce que c'est qu'une qualification liée à la personne. Et s'il y a une telle tentation chez les intermittents pour le revenu de base, on verra ça ce soir, qui est le type même de la fausse bonne idée, ça se manifeste entre autres dans l'idée que ce qui se passe avec l'UNEDIC doit venir corriger ce qui se passe avec les cachets. Pas du tout. Ce qui se passe avec l'UNEDIC doit confirmer ce qui se passe avec les cachets. Non, simplement, je voulais dire que ça n'était pas aussi clair justement dans le discours des intermittents. D'accord. Parce qu'on n'en est pas là. Et moi, je suis là pour dire du bien des intermittents, parce que franchement, c'est une bagarre exemplaire, et moi, on ne me fera jamais tirer contre des gens qui se battent. Hein. Simplement, je soulève des éléments qui montrent qu'il y a encore du côté des intermittents, me semble-t-il, des séquelles des positions du gîte cargo AC. Un emploi, c'est un droit, un revenu, c'est un dû. Hein, tout ça, c'est des choses dont il faut absolument se débarrasser. Je ne sais plus quel est le représentant de cargo à la CIP, j'avoue que j'oublie son nom. Mais je crois qu'on n'en est pas là en tant qu'intermittent. Je pense que les intermittents, pour la plupart, on n'a pas un point de vue idéologique formidable. Hein. On a juste envie de sortir d'une précarité. On a juste envie de plus courir après le cachet, de plus se demander combien d'heures et combien de cachets on va faire, de plus, quand on est enceinte, savoir si on a eu assez d'heures avant, quitte à retarder un petit peu notre envie d'être enceinte, parce que franchement, c'est pas joyeux d'être à 7 € par jour quand on est avec un jeune bébé. Donc on n'en est pas là. On en est à des trucs
très plat. Enfin, on est vraiment dans une quotidienneté, juste avoir à un moment donné le droit de faire un prêt, je schématise, hein, ou de louer un appartement. On est en plein dans une société de consommation. On n'est pas, je dis on pour un article indéfini, parce que depuis que je suis un petit peu plus engagée dans la lutte intermittente, je me suis posé des questions qui sont de votre réflexion aussi. Voilà. Et effectivement, il y a eu des hiatus, notamment à Chalon dans la rue. Oui, est-ce qu'on fait grève une demi-journée? Est-ce qu'on fait grève une journée? Enfin, pour moi, on a dépassé tout ça. On doit être au-delà de ça. Mais je crois qu'on est trop le nez dans le guidon à compter. Moi, en rentrant d'ici, je vais compter mes heures. Je vais voir où j'en suis. Est-ce que je dois passer 2-3 coups de fil en plus pour aller faire la peluche, comme je disais tout à l'heure, en blaguant à demi? Mais voilà, on est dans une certaine forme aussi d'esclavage, même si on a cette liberté d'autogestion. Cette liberté d'autogestion, on la paye au prix fort tous les jours. Je demande salaire à vie alors. Mais moi, je suis entièrement pour. Après, je ne sais pas comment on finance et tout, comment on oui, fait. Mais qui on doit, où est-ce qu'on doit mettre le feu? Je suis là, je vous jure. Il faut en investir. Non mais merci de ce que vous Hollande dites. et tout ça, mais on les dégomme comme vous voulez. Seulement, le problème, c'est qu'on n'en est pas dans cette organisation-là. On n'a pas encore remis en cause ce genre de choses. Oui, mais c'est là qu'intervient la responsabilité. Je suis volontairement provocatrice. Oui, mais c'est là qu'intervient la responsabilité de la gauche de gauche, je vais dire. C'est-à-dire de ceux qui, en termes d'organisation, sont porteurs de la naissance de la Sécu, du statut de la fonction publique, etc. Et qui aujourd'hui sont infidèles fondamentalement à cela. C'est-à-dire que si les retraités ne peuvent pas dire aux intermittents « mais moi j'ai un salaire à vie », qui n'est pas la contrepartie de mon travail passé, qui est la reconnaissance de ce que je suis en train de produire comme valeur. Et donc toi aussi, tu as droit à un salaire à vie. Si les fonctionnaires ne sont pas capables de dire « nous avons un salaire à vie », ce qui est le cas. La pension, c'est le meilleur salaire, il n'y a pas de chômage, nous sommes dans le salaire à vie. Nous avons un salaire à vie, et de s'adresser aux autres, non pas en tant qu'usagers du service public en leur disant « le service public est en danger », mais à s'adresser aux autres en tant que travailleurs en leur disant « il se trouve que nous avons un salaire à vie, vous qui êtes en inquiétude sur ce que devient la boîte dans laquelle vous travaillez, en fait, etc., vous avez droit au salaire à vie ». Là, il y a une responsabilité énorme de la CGT, de Solidaire, de la FSU, du Front de gauche, du NPA, des anarchistes, qui ne disent pas cela, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fidèles à ce qui a été conquis. Et c'est pas évident, parce que comme vous disiez, l'information que vous diffusez n'est pas celle qui est dans la mémoire de chacun, et moi s'en faut. Et on revient au problème de l'information, de la diffusion de l'information. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui est le plus critiquable? Est-ce que c'est pas le non-combat contre une information qui n'est pas ouverte? À mon avis, la bataille perdue, la plus terriblement perdue par le monde du travail, c'est celle des écrans, celle de l'information. Je revenais hier sur les histoires de cités populaires. Telles qu'elles ont existé, elles ont permis justement de faire une avancée parce qu'on rappelait aux gens la mémoire dont on parlait est indispensable pour comprendre le présent et pour faire des hypothèses sur l'avenir. Or, si on n'a pas cette information-là, et aujourd'hui on ne l'a pas, eh bien, il est difficile d'aller au-delà. Et je pense que moi, le premier travail, c'est d'essayer de reconquérir le droit à l'information, mais voilà, et c'est là-dessus que j'aurais bien aimé avoir votre opinion, si c'était possible. On ne va pas chercher l'information. On ne va pas chercher l'information. L'information, elle peut être obtenable. Non. L'information, il faut savoir maintenant où aller la chercher. Et on est privé du droit de savoir où aller la chercher, peut-être. Mais les informations, on peut les avoir en venant dans cette réunion, par exemple, les débats. C'est pas l'information de masse. Une information populaire et qui est ouverte à tout le monde. Tout à fait. Là, actuellement, quand on ouvre la télé, quand on prend les journaux les plus traditionnels, etc.,
On n'a rien de tout Mais ça. tout à fait. Mais on sait Donc, bien que c'est on pas de est privé. l'information. Et sur Internet, pour aller le chercher, c'est pas simple. Non. Pour aller chercher vos travaux, par exemple, puisque bon, si vous passiez tous les jours à la télé ou presque, chaque semaine, on saurait des tas de choses. On en est privé, donc les syndicats Europe, ils sont comme nous. Mais ça veut dire, bon voilà, ils oublient, ils vont à droite à gauche. Ceci dit, il y a aussi une abdication. Mais la télé, c'est pas de l'information. La télé, c'est pas de l'information. On a une question. Mais je sais, mais comment amener les C'est la diffusion de l'information. Ah, ben c'est ça la grande question. C'est là l'enjeu. Il y a une intervention. Alors, oui, il y avait donc une intervention également de Gérard Ray, de l'UDCGT, secrétaire de l'UDCGT du département. Voilà. Et après, donc, Julie. Bonjour. Quelques petites remarques. Alors, d'abord, je trouve que c'est très intéressant. Ce dont il est question, me semble-t-il, c'est la question de la soumission à l'employeur. C'est ce qu'ont compris, je dis les employeurs, le MEDEF de manière générale. Et ils s'attaquent frontalement à tout ce qui nous remet en cause, cette soumission des travailleuses, des travailleurs, aux employeurs de manière générale, hein, je parle. Tant et si bien qu'effectivement, la question de l'intermittence en est un véritable exemple, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, et je vous rejoins là-dessus, c'est quoi que vous fassiez, travailler à côté ou pas, c'est pas la question. Le MEDEF, lui, ce qu'il a dans le viseur, c'est que vous avez un certain nombre de choses, de temps, où vous n'êtes pas soumis à lui. Et ce qui se passe dans les autres pays, c'est qu'on a une culture, on a des travailleurs de la culture qui sont soumis au MEDEF, à l'État, etc. Et donc, c'est ce que recherche le MEDEF. C'est pour ça qu'il y a une attaque contre la retraite, c'est pour ça qu'il y a une attaque y compris contre les jours de RTT, les congés payés. Parce que quand on est en congé payé, qu'est-ce qu'on a? On ne produit pas de valeur marchande, par contre on est payé. C'est quand même pas quelque chose qui était gagné. Par exemple, 100 ans, quand on expliquait qu'on pouvait être payé en restant à la maison, les gens pensaient qu'on était des fous en disant ça. Or, aujourd'hui, effectivement, le patronat dit on n'a plus les moyens de vous payer, donc il faut regratter un peu des congés payés, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Hein, on sent bien qu'on peut ne pas s'arrêter. Voilà. Et donc cette soumission, elle existe dans chacun de nous, qu'on le veuille ou non. Tant et si bien, je vais revenir aux stratégies de lutte, que nos camarades qui luttent dans les boîtes sur la question du plein emploi, quand ils se retrouvent à voir leurs copains partir par dizaines jusqu'à mettre en péril l'activité de l'entreprise, à quoi ils se raccrochent? Eh bien, ils se raccrochent à lutter pour l'emploi. Pas simplement parce qu'ils veulent être soumis à l'employeur, mais parce qu'ils veulent continuer à travailler, à faire ce pourquoi ils se sentent utiles. Fabriquer des voitures, enfin, etc. C'est ça. Et donc, effectivement, on est un peu dans une sorte d'antagonisme. Et c'est hyper compliqué pour nous justement de mener la bataille, d'essayer de l'élargir à partir de là. Une petite parenthèse, je vais essayer de ne pas être long. Des camarades disaient, ben, en ce moment, il n'y a que les intermittents qui luttent. Alors, exemplaire, plus d'un titre, la lutte des intermittents. Bon, on souligne un peu moins quand même la lutte d'autres camarades, les ex-PILPA, qui ont réussi à reprendre leur propre activité pour en être leur propre patron. Et sur le département, et une lutte dont on parle aussi assez peu, compte tenu de l'enjeu, c'est les camarades de Nice Matin. Nice Matin, ils sont sur le point, à presque 24 heures près, d'être les premiers propriétaires complets d'une presse quotidienne régionale. Et ça illustre tout à fait ce qui était dit tout à l'heure, pour dire à quel point le patronat et le MEDEF est violent. Il suffirait finalement d'une seule volonté politique des collectivités locales et territoriales pour financer le projet, pas de subventionner, de financer, c'est-à-dire de prêter et que l'entreprise peut le rendre après. Que la Caisse des dépôts et consignations le veuille également, et que ce qu'on appelle les AGS, c'est-à-dire ceux qui payent les plans sociaux, enfin, qui règlent la dette, le veuillent tous de concert. Demain, au tribunal de commerce, le juge dirait c'est la meilleure offre qui soit. Forcément, c'est celle qui supprime le moins d'emplois, c'est celle qui parie sur la pérennité de l'entreprise et qui dit cette entreprise
elle est non seulement rentable, c'est au sens capitaliste, mais surtout, elle a un vrai projet industriel au sens noble du terme. Et bien ça, c'est pas gagné parce qu'il y a des pressions capitalistes intenables. Intenables. Voilà. Et ça, malheureusement, voilà. Donc, effectivement, la CGT, mais comme d'autres organisations, est souvent en difficulté parce que justement, entre autres, hein, mais il y a aussi des questions aussi après d'orientation, etc. Mais aussi parce qu'on est dans le monde capitaliste et que chacun de nous, militants, CGT et autres, chacun des travailleurs aujourd'hui vit dans une société capitaliste et que donc on a, j'allais dire, un triple enjeu, un triple travail à faire, celui de la formation, celui de l'information et celui de pouvoir dire c'est pas dans la boîte que ça va se jouer, c'est tout autour et tous ensemble qu'on va gagner. C'est pour ça que j'invite tout le monde à faire en sorte que, bien qu'on soit tout seul à appeler, le 16, on soit le plus nombreux possible dans la rue, pour dire que nous, ce qu'on veut, c'est une vraie sécurité sociale pour tous, et que donc, on soit nombreux dans la rue le 16. Demain, il y a un rassemblement pour Nice matin devant le tribunal. À 13h30. Ouais, rue des Érignanes. D'accord. Tu réponds ou tu prends la question de Julie d'abord? Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le responsable de la CGT. Hein, ça me paraît évident. La question qui pour moi se pose, c'est que il y a une perte de mémoire de ce qui a été conquis, qui fait que lorsque par exemple les Fralib ou les salariés de Nice Matin se mettent sur des projets de scope ou de ce genre, enfin de propriété par les salariés eux-mêmes de l'outil de travail, nous n'avons pas aujourd'hui de mobilisation nationale des organisations syndicales suffisante et du front de gauche. Enfin, c'est-à-dire que l'idée que nous devons nous auto-organiser au travail n'est pas, pour le moment, l'idée dominante dans la culture syndicale. Et ce que je voulais, encore une fois, moi, au contraire, je suis extrêmement admiratif pour tous les gens qui se battent, hein, ça c'est tout à fait évident. Hein. Là où il faut vraiment, à mon avis, faire sauter un verrou, c'est autour de l'idée, moi je me souviens, j'étais gamin, assez classique, hein, mais dans un débat à la télé, Georges Ségui, qui s'opposait au ministre du Travail de l'époque, avait terminé, ça démarrait chaque fois par un film que présentait chacun des deux adversaires. Bon. Son film se terminait par les capitalistes ont besoin des travailleurs, les travailleurs n'ont pas besoin des capitalistes. Hein, c'est quand même... et c'est vrai ce que vous dites quand vous dites que les intermittents n'en sont pas là non plus. Hein. Oui, hein, je pense que, et puis parce que l'école aussi hein, nous apprend avec les notes, la compétition scolaire, les salons d'orientation, il faut qu'on appauvrisse nos projets de vie pour les conformer aux exigences du marché du travail, enfin tout ce machin-là. L'école joue aussi son rôle extrêmement nocif dans le fait d'empêcher que nous considérions comme naturel, que nous soyons les propriétaires de nos outils de travail, et que la bagarre pour que des institutions qui le permettent, et la cotisation le permet, hein, je rappelle comment on a financé l'investissement hospitalier dans les années 60, non pas en faisant appel à des propriétaires lucratifs, non pas en faisant appel au crédit, hein, mais en subventionnant les hôpitaux par une hausse de la cotisation maladie, qui a permis une reconnaissance de la production de valeur qui allait être faite dans le système de santé. Le système de santé contribue aujourd'hui à 10% du PIB, hein, c'est énorme. Et
Et c'est la cotisation qui finance, c'est pas la propriété lucrative. Si, depuis que la cotisation n'augmente plus, eh bien la CADES, enfin les hôpitaux empruntent sur les marchés et ils sont aujourd'hui à genoux financièrement. Hein, parce que précisément on attend du crédit qui finance l'investissement. Donc on a inventé, moi c'est ça mon souci, c'est que le mouvement ouvrier a été capable de gérer la Sécu par des salariés élus qui élisaient les directions. Les directions des caisses ont été élues entre 47 et 61 quand De Gaulle supprime tout ça. Élus. Donc nous avions des caisses qui géraient l'équivalent de budget de l'État, dans lequel c'était des salariés élus qui élisaient les directions. Ça a parfaitement marché. C'est toute cette mémoire-là qui n'est pas assez entretenue aujourd'hui, qui n'est pas assez centrale dans le fonctionnement de nos organisations et qui fait que le capital a mis la barre extrêmement haut, vraiment extrêmement haut, et c'est nous qui collectivement, probablement, ne sommes pas à la hauteur. Bonjour. Déjà, oui, c'est très intéressant d'être ici. Moi, je voulais juste en fait faire une remarque. J'ai l'impression en fait que vraiment, là, on a un genre, j'ai l'impression d'avoir un délavage de cerveau par rapport à des idées préconçues qui est vraiment, en fait, c'est un vrai lavage de cerveau en fait. Je trouve que on lit dans les journaux sans arrêt, il faut le plein emploi. Pour créer de la croissance et pour que les gens aient un travail. Voilà, c'est ce qu'on lit. Sans se poser la question, est-ce que finalement, le fait d'avoir un emploi, est-ce que c'est pas finalement naturel? Et en fait, on est dans un système où on considère comme naturel et comme normal des choses qui ne le sont pas forcément en fait. Donc vraiment, merci de ce point de vue-là. Et puis une autre remarque en fait sur les médias de masse, en fait, je trouve, je suis un petit peu d'accord avec vous. Oui, l'information, on peut la chercher, on peut la trouver effectivement en étant là, etc. Il le faut. Mais je trouve ça dommage en fait de ne pas avoir des médias qui vont porter, pourquoi pas, hein, les théories capitalistes, voilà, pourquoi pas, mais aussi d'autres façons de voir les choses et d'autres façons de voir, parce que je pense que la plupart des gens de nos concitoyens voient les choses d'une manière très figée en fait et ne voient pas les choses de cette manière-là. Donc voilà. Il y a des médias comme ça, mais ils n'ont pas assez de fric pour faire de la pub pour que les gens y aillent. Oui, mais bien sûr. Donc, l'école, le système médiatique, c'est l'école. L'école diffuse une information. Oui, c'est quel genre d'information? Il y a des institutions qui diffusent une information, d'accord? Et on ne la remet pas forcément en question alors qu'on devrait la mettre en question massivement. Moi, je suis entièrement d'accord avec le monsieur. Mais on ne peut pas soi-même chercher tout, c'est pas vrai. Un spécialiste d'une question, comme c'est votre cas, va nous marcher un travail, et moi je ne peux pas m'informer sur les mathématiques, sur la physique, sur tout, sur le nucléaire, je ne peux pas faire ça. Il faut donc qu'on ait une livraison spécialiste d'une information contradictoire. Il faut qu'elle soit assurée par, j'allais dire, une façon un peu populaire pour se faire une opinion, en dehors de laquelle on ne peut pas. Sur Internet, je suis désolé, moi j'y passe tout mon temps et je brive deux ou trois d'informations. Mais il faut quelque chose de beaucoup plus... Mais j'entends, mais plutôt que la livraison, excuse-moi, plutôt que de la livraison, c'est le drive-in, il faut aller chercher l'information. Écoutez, moi je suis spécialiste de certaines questions. Si vous voulez être spécialiste comme moi, Fabienne, comme monsieur de la sienne, je ne veux pas être spécialiste, je veux juste aller chercher des informations. Ce n'est pas parce que je regarde la télé que je vais être spécialiste d'un truc. C'est pas parce qu'on va m'apporter, monsieur m'apporte une information, je ne suis pas absolument pas spécialiste de son domaine. Il faudra qu'on ait une discussion. Je suis d'accord avec vous deux en fait, moi personnellement. Enfin, je trouve que vous avez. La production de la connaissance et de diffusion. Mais par contre, je pense que les médias de masse ne jouent pas leur rôle. Je pense qu'ils ont un rôle qui leur appartient. Non, mais je trouve qu'ils ne jouent pas le rôle qu'ils devraient avoir, mais le rôle qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire le rôle d'éducation. Mais c'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt, mais c'est le rôle qu'ils devraient avoir. Je pense. Pour moi, c'est ça. Alors, juste, attendez, on essaie de s'écouter. Hein. Non, ce qu'elle dit n'est pas une utopie. Hein. En 1945, ça a été construit. Aujourd'hui, à qui ça appartient?
Voilà. Non, mais ça a existé, et la question qu'elle pose est tout à fait, effectivement, c'est ce qui devrait être, elle dit pas c'est ce qui est, donc on est foncièrement d'accord. Hein. Les réactions sont... Voilà. Les sociétés de rédacteurs font partie du dispositif de 45 dans la liberté de la presse, qui au départ, précise qu'un groupe capitaliste ne peut pas être propriétaire d'une organisation de presse. C'est exact, ça a été grignoté comme on tente de grignoter aujourd'hui pour les pharmaciens, les notaires, les médecins, etc. Si vous avez vraiment un problème avec les journalistes, on en a un, donc vous pourrez le lyncher tout à l'heure. Hein. Accéléré. Voilà. J'ai oublié peut-être les autres, il y a un, deux, il y avait d'autres, trois, ok. Mais je souhaite qu'on revienne un peu à partir de l'intervention de Gérard Ray. C'est bien d'avoir souligné le point de vue d'une organisation, le point de vue général, disons, une organisation comme la CGT. Parce qu'effectivement, pour la pensée, je ne sais pas comment la qualifier, émancipatrice ou progressiste, il y a réellement une difficulté. Une grosse difficulté qui est l'emploi à tout prix, le plein emploi, qui s'oppose systématiquement, et c'est là où c'est vraiment très embêtant, à la revendication d'un revenu ou d'un salaire. Et au nom de quoi? Au nom de ce plein emploi, toujours hypothétique, ça fait 40 ans que nous bassinons avec le plein emploi, eh ben, on laisse honteusement des millions de gens dans la misère. C'est insupportable. Et c'est ce plein emploi, mais c'est au nom de ce plein emploi qui s'exprime de différentes manières. Ça peut être aussi par la réduction du temps de travail. Il n'y a que la réduction du temps de travail qui va nous permettre de nous réapproprier les gains de productivité. Ce n'est pas qu'on soit contre la réduction du temps de travail, mais affirmer qu'il n'y a que la réduction du temps de travail, il y a quelque chose d'insupportable là-dedans parce que cette réduction du temps de travail qui est revendiquée comme étant le seul moyen de se réapproprier les gains de productivité, elle est bien évidemment conçue dans l'optique du plein emploi. Au nom du plein emploi, par exemple, je ne vais pas être trop méchant avec la CGT, parce qu'effectivement, chacun ici respecte les gens qui luttent. Mais sur le fond, se pose aussi la question des emplois pour produire quoi? Comment? Est-ce que on doit, par le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail salarié, indéfiniment contribuer à produire pour des entreprises qui décident à notre place ce qu'on doit produire et comment est-ce qu'on doit produire. Suppose, alors peut-être, bon, mon intervention peut-être un peu longue, mais il n'y a pas que des organisations syndicales comme la CGT. La plupart des organisations politiques sont toujours, même si elles se revendiquent progressistes, sont toujours dans cette optique de revendiquer le plein emploi. Il ne faut pas qu'il y ait un revenu pour tout le monde parce que ça lâcherait la revendication sur l'emploi. Voilà ce qu'on nous oppose systématiquement. Et je ne sais pas comment dépasser parce que je comprends la sincérité des gens qui revendiquent ça en même temps, mais ça ne nous permet pas, ce faisant, de nous réapproprier le travail. Et c'est là où je rejoins Bernard Friot. Il faut il faut nous réapproprier le travail qui ne se situe pas, au moins, à minima, que dans l'emploi. Juste une réaction directe rapide. Quand on parle du plein emploi, on fait toujours référence, beaucoup aux 30 Glorieuses, au moment où on avait le plein emploi en France. Juste en deux mots, le plein emploi en France à l'époque, c'était le plein emploi des hommes. Les femmes ne travaillaient pas. Et là, on est dans un moment où les entreprises
Les usines produisent de plus en plus, mais ont besoin de moins en moins de monde. On continue à avoir plus de richesses, on a besoin de moins travailler. Et c'est tant mieux. Il y a la dématérialisation des biens, il y a la robotique, etc. Il y a tout un tas de choses qui fait qu'on a besoin de moins travailler. Et c'est tant mieux. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau du débat, quand les politiques promettent le plein emploi ou font des réformes pour amener au plein emploi, c'est un leurre absolu, de toute manière. C'est pas que ça, c'est aussi les agriculteurs qui, à l'époque, étaient beaucoup plus importants et qui n'étaient pas liés à l'emploi, qui sont venus aussi ajouter. Il y a effectivement toute une branche. Alors, c'est pour répondre à la... Voilà, donc, et après, donc, on prend ta question. Alors, je voudrais dire, peut-être un peu par mes connaissances, bon, vous savez peut-être ou vous ne savez pas, déjà, première chose, que... Ça, vous le savez, la CGT est une organisation syndicale faite pour défendre les intérêts individuels et collectifs des travailleurs. Bon, ça c'est comme ça, c'est un fait. Néanmoins, il ne vous aura pas échappé quand même que la CGT organise les actifs, les retraités et ce qu'on appelle les sans-emploi, les gens qui sont au chômage. Les privés d'emploi. C'est quand même la seule. C'est quand même la seule à le faire, hein, parce qu'on considère que justement, parce que non mais en tant qu'organisation syndicale, c'est la seule. Effectivement, il nous arrive de revendiquer justement un emploi pour tous, en tout cas, de faire en sorte que chacun puisse travailler, puisque le travail est un droit, donc chacun puisse avoir accès au travail. En fonction de sa volonté, etc. Mais aussi, quand même, on porte, et on est là aussi, je crois, les seuls ou trop peu, en tout cas, à revendiquer quand même une sécurité sociale professionnelle attachée à la personne, ce qui veut dire qu'on considère qu'un travailleur, quand il rentre dans la vie professionnelle, à partir du moment où il sort de l'école, voire même avant, selon son cursus, par exemple, s'il fait de l'apprentissage, il y a un droit qui lui soit attribué à lui, jusqu'à sa mort, c'est-à-dire qu'il soit, quoi qu'il arrive, des accidents au travail, pas au travail, il soit payé et effectivement, y compris un droit à la formation professionnelle pour pouvoir s'enrichir de quel que soit le cursus qu'il choisisse. Ce n'est pas la revendication du plein emploi à tout prix. Au contraire, c'est, j'allais dire même un peu le contraire. Voilà. Bon. Après, ce que revendiquent les syndicats dans l'entreprise, on est un peu sur une autre dimension, et une troisième dimension qui est là, plus politique, j'allais dire. Voilà, bon, mais on est, là, ce que je disais tout à l'heure, dans une société capitaliste. Non, mais je voudrais vraiment confirmer ce que vient de dire Gérard. Là, depuis 1997, la CGT est engagée dans une démarche de nouveau statut du travail salarié qui vise justement à déconnecter le salaire de l'emploi à travers la sécurité sociale professionnelle. Mais l'extrême difficulté de faire advenir cette revendication s'exprime dans le fait que depuis 1997, cette revendication est sur le métier, hein, mais qu'elle n'est pas devenue le bien commun de l'organisation. J'ai fait pour le ministère du Travail en 2006-2007 une enquête sur la construction de la revendication du nouveau statut du travail salarié à la CGT. Maryse Dumas m'a ouvert absolument toutes les portes. J'ai pu participer à toutes les réunions, comme observateur muet, bien sûr. C'était une transparence absolue. Et je lui en suis très reconnaissant. Et ce qui apparaissait, c'est que cette revendication de déconnecter le salaire à l'emploi prend tellement à rebours non seulement les conceptions spontanées des travailleurs, mais aussi toute une culture syndicale, hein, que la popularisation concrète de cette revendication dans l'organisation est très difficile. Hein. Et là encore, il faut plutôt saluer un travail, de même que la CIP, je crois, a beaucoup évolué depuis 2003, et moi vraiment je m'en réjouis. Il faut saluer ce travail qui progressivement nous conduit à pouvoir formuler plus clairement, hein, qu'est-ce que c'est qu'une économie sans emploi, hein,
non pas sans poste de travail, hein, bien sûr, et non pas sans activité, au contraire, hein, mais dans lequel la qualification soit l'attribut de la personne et non pas du poste, dans lequel le salaire soit le salaire de la personne et non pas du poste, et dans lequel la propriété de l'outil soit le fait des travailleurs et non pas d'un propriétaire. C'est vraiment... c'est ça qui est en route. Je crois que la crise du capital est telle aujourd'hui, et la barre est mise tellement haut par les propriétaires du capital à l'échelle mondiale, que nous sommes acculés. Soit nous les battons en nous organisant pour travailler nous-mêmes sans eux, soit ils vont continuer indéfiniment. Hein. Et je pense que la lente construction de la revendication de sécurité sociale professionnelle à la CGT est un des éléments, je pense, tout à fait important. De même que Solidaire étudiant, qui m'invitait la semaine dernière, avance beaucoup dans le refus de l'allocation d'autonomie que présente l'UNEF, et dans la préconisation d'un salaire à 18 ans. Je crois que, là encore, mais si vous voulez préconiser un salaire à 18 ans, pour tous, hein, pas seulement pour les étudiants d'ailleurs, hein, ça suppose que vous puissiez bien montrer que déjà, enfin que tout le mouvement ouvrier, enfin, pas tout le mouvement ouvrier, non, hélas, mais que la partie dite de transformation sociale du mouvement ouvrier s'est mobilisée pour cette déconnexion. La Sécu, la fonction publique, c'est la déconnexion du salaire et de l'emploi. C'est ça, et il faut faire une étape de plus. C'est là que nous en sommes. Alors, je vais poser deux questions un petit peu embêtantes pour remuer un petit peu tout ça, même si moi je suis un questionneur professionnel. Alors, première question, comment est-ce que... Parce que certes, d'après ce que j'ai compris, il faudrait remplacer la valeur économique telle qu'elle est actuellement par la valeur d'usage d'une personne. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on calcule cette valeur d'usage? Si on donne un salaire, par exemple, vous avez dit, je me souviens qu'un éboueur était plus utile qu'un infirmier, parce que l'éboueur, enfin au sens strictement d'utilité, si on prend la santé des gens, l'éboueur il intervient en amont dans la santé des gens, parce que s'il n'y avait pas d'éboueur, les gens seraient beaucoup plus malades que s'il n'y avait pas d'infirmiers. Alors est-ce qu'on paye plus les éboueurs que les infirmiers, et si oui, alors qu'est-ce qui motive les infirmiers à faire autant d'études? Je parle même pas des médecins ou quoi. Donc ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est si on rémunère tout le monde et que tout le monde est rémunéré exactement au même revenu quand il travaille que quand il ne travaille pas, est-ce que vous n'avez pas peur au moins une personne un jour se dise ah bah tiens, puisque c'est ça, je ne vais pas travailler, et que pensera son voisin? Voilà. Moi, je suis assez surpris qu'elle n'arrive que si tardivement, cette objection qui est très régulière et qui voilà. Alors, peut-être qu'on prend quand même beaucoup ta question. Non, c'est bon, alors c'est bon. Voilà, parce que là, la réponse risque de prendre quelques minutes. Voilà. Ok. Non, si je parlais de violence tout à l'heure, c'est pour dire que le salaire, ça n'est jamais la mesure de la valeur d'usage qu'on produit. Ça n'est jamais la mesure de l'utilité sociale. La valeur économique, ce n'est pas la mesure de la valeur d'usage. Hein. Encore une fois, faire société, c'est savoir gérer deux choses. La production de valeur économique et la production de valeur d'usage, ça veut dire faire des choses qui ont une utilité sociale, et la gestion de la violence dans laquelle ces choses se font, qui permet à une minorité de s'approprier une partie de la valeur produite par une majorité. Ça dans toutes les sociétés. Donc, la monnaie est l'expression de cette violence, et le salaire, hein, qui est l'expression monétaire de la valeur économique produite, ne mesure pas du tout l'utilité sociale de quelqu'un. Et dire on va faire en sorte que le salaire mesure l'utilité sociale, et au bout du compte, donc on va supprimer la monnaie, on va faire des systèmes d'échange locaux, enfin, etc.
c'est le type de l'illusion d'une société sans violence des rapports de production. Ça n'existe nulle part, cette affaire. Et il faut absolument, encore une fois, si on est responsable, prévoir les institutions qui permettent de gérer cette violence. Parce qu'elle devient politiquement gérable. Si vous avez une hiérarchie des salaires, on va pouvoir en permanence contester la légitimité de l'écart de 1 à 4 ou de 1 à 3, la légitimité des jurys de qualification, la légitimité des critères de qualification. Tout ça va pouvoir faire l'objet d'un débat politique. On va faire société, mais en assumant la violence qui est présente dans toute activité de production. L'idéal, pour moi, enfin, c'est pas du tout que nous soyons des sociétés de l'activité dans laquelle chacun est reconnu pour son utilité sociale. C'est un rêve mortifère, ça n'existe nulle part. La question, c'est comment est-ce que nous gérons la violence et là, on peut par exemple dire que la hiérarchie des salaires est de 1 à 4, par exemple. Donc, que tout le monde a 18 ans à 1 500 €, tout le monde, c'est un salaire irrévocable. D'abord, on supprime beaucoup de violence, la violence du marché du travail. Le marché du travail, c'est une violence inouïe. On supprime la violence du marché du travail en attribuant un salaire à vie. Ça, c'est clair que le marché du travail disparaît. Mais tout le monde à 18 ans à 1 500 €. Bon. Comme droit politique. C'est un droit politique, mais qui est arbitraire. Ce n'est pas la mesure de son utilité sociale. Il faut renoncer à ce genre d'affaires. D'accord ? C'est deux ordres de la réalité différentes. L'utilité sociale et la valeur économique. Ensuite, on passe des épreuves de qualification. On a incité à le faire. Les syndicats sont là aussi pour vérifier que les gens peuvent faire des carrières salariales. Il y a par exemple, la CGT propose 4 niveaux de qualification, ce qui me paraît vraiment un très très bon projet. Mais il faut être cohérent. 4 niveaux de qualification, ça veut dire une hiérarchie de 1 à 4. Donc si tout le monde démarre à 1500, ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire supérieur à 6000. Et cela dit, cette hiérarchie des salaires, les jurys de qualification qui vont qualifier les personnes, les critères qu'ils vont utiliser, tout ça va faire l'objet d'un débat politique permanent. Il n'y a pas de réponse, je sais pas quoi, il n'y a pas de réponse naturelle à ça. Il n'y a aucun fondement naturel de la violence. Deuxième élément, je ne sais plus ce que c'était ta question. Si quelqu'un refuse de travailler, que fera son voisin Bon, alors on serait d'abord content que des tas de gens refusent de travailler. Moi, si le jour où les DRH refusent de travailler, on aurait gagné beaucoup de choses. Le jour où les inspecteurs d'académie qui organisent la mise qui organisent les difficultés de l'école arrêteront de travailler, ça sera quand même beaucoup mieux. Le jour où les salariés qui conditionnent le Mediator resteront dans leur hamac, ça ira beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, je crois que le tiers des emplois sont dangereux, contre-productifs, inutiles. Fabriquer des jouets qui se cassent le lendemain, enfin, à quoi ça sert tout ça, enfin bref. Ça, je ne veux pas multiplier les exemples, mais enfin, j'aspire à ce que des tas de gens refusent d'aller au boulot pour faire de la merde. Alors maintenant, maintenant, dans ta question, il y a quelque chose d'absolument fondamental. S'il n'y a plus la sanction du marché du travail, comment va se faire la mise au travail? Parce qu'il faut bien que nous produisions la valeur économique qui va garantir et les salaires à vie. Si nous voulons que tout le monde ait un salaire moyen de 25 000 € par an, par exemple, et que ce soit un droit du sol qui aille un salaire moyen dans la fourchette 1500,
personne moins de 400, personne plus de 6 000 par mois, d'accord, avec un salaire moyen de 25 000 par exemple. Si nous voulons assurer cela, il y a 50 millions de personnes qui sont sur le territoire en France aujourd'hui et qui ont plus de 18 ans. Il faut donc 1250 milliards. 1250 milliards, c'est ce que nous affectons déjà au salaire, globalement, sur les 2000 milliards. Hein. Les 2000 milliards, il y a 700 milliards de profits, et puis il y a 1300 milliards qui vont à la rémunération du travail. 100 milliards pour les travailleurs indépendants et 1200 milliards pour le salaire. C'est ça actuellement le truc, d'accord. Donc nous pouvons dès maintenant, mais vraiment dès maintenant, assurer un salaire à vie à tous. Hein. Et pas un revenu de base à 1000 €. Arrêtons de nous emmerder avec des projets à la con, d'accord. Un vrai salaire pour tout le monde, lié à la qualification. À partir du moment où chacun a un salaire à vie, quels vont être les critères de la mise au travail? Vous allez avoir quand même la hiérarchie des salaires qui va être un élément. Parce que, certes, chacun a un salaire qui est irrévocable. On ne peut jamais remettre en cause son salaire. Mais la progression, elle est liée à une épreuve de qualification dans laquelle on va pouvoir examiner ce qui a été fait dans les 5 dernières ou les 10 dernières années. On va supprimer l'évaluation du travail en live, ce qu'on fait aujourd'hui, l'auto-évaluation, les gens qui évaluent les autres, etc. Enfin, tout ça doit être supprimé totalement. Hein. Comme justificatif du salaire, il faut arrêter, ça a des effets pervers. L'évaluation a des effets pervers incroyables. En revanche, on va faire une évaluation du passé des uns et des autres on va changer de qualification tous les 10 ans, hein, ça ne va pas se faire tous les ans. Bon, sur les 10 années précédentes, et en particulier quelqu'un qui aura accepté de se colter des tâches qui n'auraient pas de candidat spontané, eh bien, il montera plus vite en qualification. Parce qu'on estime qu'il joue un rôle particulièrement indispensable. Quelle autre forme de la mise au travail? Les formes de la mise au travail, étant entendu que sur le fond, hein, ça a été dit d'ailleurs, hein, nous aimons travailler, donc j'ai aucun risque. Hein. Voilà. Tous ceux qui aujourd'hui sont dans le sous-emploi, ce sont ceux qui sont victimes du marché du travail. S'ils avaient un salaire à vie, mais ils travailleraient infiniment plus, en fait. Mais c'est de l'ordre de l'évidence, cette affaire. Mais on changera le sens du travail. Hein. Travailler, ça ne voudra pas dire aller se faire chier pour produire des marchandises capitalistes. Et on a déjà commencé. Lorsqu'on paye les retraités qui font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute, ça veut donc dire qu'on est en train de changer la définition de la valeur. Faire du lien social, c'est produire de la valeur économique. C'est ça le fait de payer des retraités. C'est quand même incroyable comme changement. Hein. Donc la mise au travail passera aussi par le fait, comme j'ai évoqué, qu'il y aura des contrats de travail et qu'on pourra être licencié. Mais encore une fois, le licenciement changera complètement de sens puisqu'on est licencié avec son salaire et sa qualification. On n'a pas fait l'affaire quelque part, on voit ailleurs ce qu'il est possible. Donc les éléments de la mise au travail vont évidemment être là. Moi, personnellement, je suis plutôt très optimiste sur notre inventivité au travail qui aujourd'hui est complètement brimée. Si tu prends les ingénieurs de centres de recherche qui se font en permanence retoquer leurs projets parce que la rentabilité financière n'est pas là, en fait, etc., en changeant les critères de mesure de la valeur, nous allons multiplier au contraire l'inventivité au travail.